Good morning, everyone. My name is Felipe Saboia. It's a pleasure to be here moderating this session, New Forms of Cooperation Between Companies, Regions, and Cities. I'm the only one who speaks English, so if you need translations, please put on your headsets. My colleagues here, my fellow panelists, will all speak in French. I would like to thank the World Forum and the Réseau Alliance for the invitation. Before handing the floor to my fellow panelists, I would like to make a brief introduction about the topic, if you will. To address sustainable development issues in cities and regions, new forms of cooperations are being put in place between companies and various local stakeholders. The aim for companies is to better engage with the societal problems. On doit s'occuper des problèmes sociétaux pour renforcer les liens sociétaux. Le défi pour les régions, c'est d'encourager le développement économique pour le mettre au service de l'intérêt commun, tout en renforçant leur attractivité. Donc, il y a beaucoup de questions dans ces différentes formes de coopération que vous allez voir ici. Comment est-ce qu'on peut construire une coopération durable entre les sociétés et les régions? Quels sont les bénéfices d'une telle coopération du point de vue des différents acteurs qui sont impliqués? On a des sociétés, on a les autorités locales, on a la population elle-même. Comment est-ce qu'une région ou une municipalité peut stimuler les sociétés à fournir les solutions et contribuer à identifier les priorités de la ville, et comment les sociétés peuvent attirer et investir, mettre des ressources dans les régions impliquées. Donc, ce sont toutes des questions auxquelles on va essayer de répondre. Et on a trois excellents exemples de trois différentes villes et trois différents pays. Et je vais juste dire quelques mots sur mon organisation, qui est une organisation brésilienne. On travaille avec le secteur privé pour impliquer les sociétés dans ce développement durable et sociétal. Entre 2005 et 2010, on a un projet avec la ville de São Paulo. On a créé un forum d'entreprise pour venir en soutien de la ville de São Paulo. C'était libre à toute société de venir à bord, et la ville a été très active et nous a présenté leur point de vue, et les sociétés ont essayé de voir les solutions qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour leur apporter un soutien. 200 projets ont été examinés pendant ce processus, et je ne veux pas entrer dans les détails, mais trois facteurs clés sont identifiés comme importants pour le succès de ce projet. Le premier, c'était d'encourager la confiance parmi les différents acteurs qui étaient impliqués, d'établir une situation gagnant-gagnant où les sociétés et le gouvernement, tous les deux, verraient un avantage à s'engager sur cette route, et d'être transparent et clair sur les objectifs. Donc, sans plus tarder, je voudrais présenter nos orateurs ici. D'abord, Jonathan Normand de Suisse, qui est un expert d'innovation sociétale et gouvernementale. Il gère le mouvement B Corp en Suisse et en Europe. Puis il y a Esther Dormagen qui vient de Canada, qui est un conseiller à Helio. Elle travaille avec les sociétés de petite et moyenne taille sur les problèmes de CSR. On a Guillaume Delbar, qui est le maire de Roubaix, vice-président de la métropole européenne de Lille et vice-président du Conseil régional de Hauts-de-France. Donc, Jonathan, à vous la parole. Vous avez 15 minutes, s'il vous plaît. Bonjour à tous.
Content que la Suisse puisse rejoindre ce World Forum. Merci pour l'invitation. Je vais essayer dans ces 15 minutes, je vais m'y tenir, je vous le promets. En plus, je vous parle en français, donc ma langue native, ça sera plus facile. De vous parler de l'importance de mesurer le progrès dans la transition et pourquoi on mesure. Je vais vous délivrer 5 grands blocs qui seront utiles après pour notre conversation avec les autres panélistes sur ce qu'on fait avec B-Lab. Donc B-Lab, c'est la non-profit, c'est l'ONG qui est derrière le mouvement des B Corp, que vous connaissez peut-être pour la grande majorité. Qui c'est qui connaît le mouvement des B Corp? Voilà, donc on a un public qui connaît, ça me permettra d'aller un peu plus vite sur cette partie-là peut-être. Mais surtout, l'occasion aussi de partager ce changement de paradigme sur le modèle de développement économique. Répondre à l'agenda 2030, aux objectifs de développement durable. Alors ce qu'on fait avec B-Lab, c'est effectivement animer une communauté de B Corp, mais aussi et surtout, c'est de travailler sur un problème fondamental. Je vous ai pris un exemple. Quand on observe ce que crée comme externalité économique notre modèle de développement actuel, donc cette croissance, aujourd'hui, adresse que 5% des 60% les plus démunis. Ça veut dire quoi concrètement ? Que notre modèle de développement économique ne répond pas pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est une surprise? Non, on a construit un système comme ça et notre croyance, notre mission, c'est de mettre les acteurs de l'économie mondiale, régionale, en mouvement pour répondre au plus grand nombre. Je pourrais ajouter des exemples sur les enjeux climatiques qui sont d'actualité et qui le seront encore plus en plus, mais le point est de dire que ceux qui génèrent cette économie mondiale, le 91% sont les acteurs du secteur privé. Donc comment est-ce qu'on les engage et comment est-ce qu'on crée des dynamiques avec les différents partenaires, la société civile au sens large, les autorités, les pouvoirs publics. Et c'est un peu sur ce point de départ-là que j'aimerais vous parler d'un modèle d'économie inclusive. Dans la salle, vous avez déjà entendu ce terme, économie inclusive ? Voilà, ok, c'est pour ça que c'est important de le faire encore aujourd'hui. Et ce modèle-là d'économie inclusive est extrêmement simple. Il ressemble aussi beaucoup au mouvement de l'économie sociale solidaire d'une certaine façon. C'est de dire, ok, créons des piliers, un pilier participatif, donner l'accès à cette économie au plus grand nombre, une stabilité dans la création d'emplois, dans la capacité de créer des opportunités pour tous, durable, circulaire, bio-inspiré, vous choisissez les termes, et puis équitable. Équitable pourquoi ? Pour que cette économie qui est aujourd'hui dans les mains d'un tout petit nombre de personnes, je lisais un document qu'on a publié en Suisse où on indiquait que 89 personnes dans le monde détiennent 3,6, la même fortune que 90, vous connaissez l'adage, le 1% qui détient les 90% de l'économie mondiale, ou la fortune représentée par l'économie mondiale. Et en fait, c'est 89 personnes qui détiennent 3,6 trillions dans le monde. C'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre. Et comment ce déséquilibre on peut le régler? Et comment est-ce qu'on peut créer une dynamique pour que ça s'adresse à tout le monde? Donc la croissance, si elle est encadrée par ces 4 premiers piliers qui sont l'aspect participatif, stable, durable et équitable, eh bien on peut parler de croissance. Et c'est ça le changement de paradigme, et c'est ça le changement de modèle qu'on propose. Et donc c'est faire cette conjugaison entre le progrès sociétal et évidemment la régénération environnementale, plus que simplement sa protection aujourd'hui, comme vous le savez déjà tous, j'imagine. J'ai mis quelques références sur les slides, ce qui vous permettra aussi de revoir un peu les documents de référence qui sont utilisés et qui sont, je pense, intéressants. Donc je donne un bloc, économie inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quand on dit économie inclusive, pour nous, c'est basé sur ces piliers-là, c'est cet encadrement-là de la croissance qui doit être donné pour le plus grand nombre. Et ça pose une question fondamentale sur le rôle du développement économique au niveau des régions, des pays. La dette qui doit doubler, cette croissance qui doit doubler tous les 20 ans, cet ajout de biens et de services qui doit être ajouté pour stimuler cette croissance actuelle n'est plus possible. On ne peut plus doubler notre croissance tous les 20 ans. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui ne fonctionne déjà plus aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on change le modèle et comment est-ce qu'on engage nos acteurs économiques, la société au sens large, dans ce chemin-là? La feuille de route, tout le monde la connaît, je pense que les 17 objectifs du développement durable, signés par 193 pays dans le monde, l'implication dans cette nouvelle version en
2015, donc dans l'accord de Paris, qui était d'engager aussi très spécifiquement le secteur privé dedans. Donc ce sont 17 objectifs, 169 targets, cibles spécifiques à accomplir et une 230 indicateurs environ pour y arriver. Comment est-ce que on la met en route, comment est-ce qu'on la met en place cette feuille de route? Et ça sera un peu mon point de développement là. Et pourquoi le faire? Pourquoi le faire et est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible d'atteindre les objectifs de l'agenda 2030 tels que définis dans l'accord de Paris? Aujourd'hui, beaucoup de questionnements se posent là-dessus et va dépendre principalement de cette capacité à faire cette approche transversale des enjeux avec les acteurs économiques qui, encore aujourd'hui, ou des territoires, vont prendre un ou deux objectifs et dire on va se focaliser sur celui-là. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut les traiter de façon transverse. Ils sont interconnectés, interliés. Pour les gens qui connaissent ce framework-là et les objectifs de développement durable, vous comprenez bien qu'il y a un grand problème de mise en œuvre pratique, tangible pour une entreprise. Comment je me connecte là-dedans? Et c'est ce qu'on fait avec B-Lab, c'était de dire, OK, cette feuille de route, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il faut l'accélérer? Il faut créer un mouvement. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment être fait dans les 10, 15, 20 prochaines années? Pour répondre à cette question, moi j'ai essayé de venir de Suisse avec un petit cadeau. C'est une étude qui est assez peu connue, qui a été faite en 2011 par l'Institut fédéral des systèmes complexes à Zurich. 3 chercheurs ont analysé les dépendances de 43 000 entreprises dans le monde. Leur dépendance économique, leur dépendance d'affaires, leur dépendance de donneurs d'ordre. Et ils sont arrivés à une conclusion qui est assez intéressante, qui était de voir qu'il y avait un noyau cœur de 1318 entreprises qui étaient super connectées, ultra dépendantes, qui partagent des parts, qui font des affaires ensemble. Donc quand on pense qu'il y a 125 millions d'entreprises dans le monde, c'est à peu près le chiffre de la World Bank et d'autres instituts, et que tout d'un coup on le réduit à se dire, ah mais on a un noyau cœur qui influence et qui génère 20% du GDP mondial de 1318 entreprises, là ça devient plus accessible. Là on se dit, ah on a peut-être une prise, on peut peut-être pas aller parler avec des millions d'entreprises, mais avec un nombre réduit d'acteurs. Et donc ça nous confirme qu'on peut le faire, c'est faisable. Juste pour dire que ce noyau ultra connecté a un effet plus large sur l'économie réelle qui, toujours selon cette étude, représenterait 60% du chiffre d'affaires mondial. C'était en 2011, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. On a refait un test, une discussion avec les chercheurs dernièrement, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. Donc, est-ce que c'est possible d'engager toutes ces entreprises? Est-ce que c'est possible de leur faire prendre en compte l'agenda 2030, de leur faire prendre en compte, de mesurer leur progression, de faire des modifications dans leur façon d'opérer et de le faire avec effectivement l'écosystème, les territoires. Et c'est là où j'en viendrai après. Nous, on l'a démontré un petit peu. On crée un mouvement. Le mouvement des B Corp aujourd'hui, c'est 2650 entreprises dans le monde qui représentent entre 150 et 160 secteurs d'industrie, 60 pays, qui ont décidé de mesurer à travers un outil, à travers une démarche standardisée, de faire vérifier leur progression sur l'agenda 2030, pour dire les choses simplement. En fait, sur comment est-ce qu'ils prennent en compte les enjeux sociétaux, environnementaux dans leur contexte et dans leur réalité. Avec l'idée que personne n'est le leader de demain parfait, mais tout le monde peut se mettre en mouvement et dans cette dynamique-là. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir sur cette capacité de créer un mouvement au niveau international, et c'est très bien, ça montre que dans chacun de ces secteurs d'industrie, on peut faire différemment, on peut régénérer l'environnement, on peut mettre des bénéficiaires au cœur de son modèle d'affaires, on peut le faire avec des partenariats qui sont puissants, et tous ces acteurs de notre mouvement ont signé quelque chose qui est extrêmement émotionnel pour moi, qui est cette déclaration d'interdépendance. Un moment très fort de se dire, nous nous engageons pour les générations futures, nous nous engageons pour prendre en compte l'intérêt du plus grand nombre, nous nous engageons à nous améliorer et à le faire dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc toutes ces entreprises B Corp, effectivement, elles sont vérifiées au niveau de leur performance, elles font acte de transparence, elles montrent leurs résultats,
elles passent par un examen extrêmement rigoureux de leur performance sociétale et environnementale. Et puis, elles font quelque chose qui est relativement important, c'est qu'elles insèrent dans leur statut juridique, alors pour les quelques avocats qui sont présents, ces engagements-là. Dans certains pays, on a même des formes légales qui s'appellent les Benefit Corporation, que peut-être certains d'entre vous connaissent, en Italie, dans 34 États aux États-Unis. Dans les autres pays, on leur demande simplement de changer leur statut. Et ça, associé avec la vérification indépendante que BILAB offre, eh bien, on a un élément qui est suffisamment robuste et rigoureux pour comprendre l'intention de l'entreprise à se mettre en direction de cette économie inclusive, où est-ce qu'elle se trouve dans ce voyage vers ce nouveau modèle économique. Alors, pour revenir sur aussi le thème du territoire aujourd'hui, et je vais regarder le timing, je ne sais pas exactement en combien de temps je suis, bon, à un moment donné on me dira stop probablement, c'est de vous parler de ce qu'on a fait au niveau très local à Genève. Donc Genève, 330 000 et quelques employés, travailleurs dans la région, ou des gens qui travaillent, qui ont une activité économique, sont environ 31 000 entreprises qui sont établies dans notre région, dans ce canton en Suisse. On a 27 cantons en Suisse pour l'aspect géographique de la chose. Et Genève, de par sa position, de par la Genève internationale, on a eu l'idée de proposer ce programme d'engagement, qui voulait dire quoi? Comment est-ce qu'on met une dynamique en place, un mouvement pour qu'un grand nombre d'entreprises commencent à mesurer leurs pratiques, à mesurer ce chemin d'amélioration pour répondre à l'agenda 2030, pour répondre aux objectifs sociaux et environnementaux. On a eu la chance de pouvoir le faire avec le soutien de l'État de Genève, avec la République et le canton de Genève, qui était une partie prenante forte et clé, dont le ministre de l'économie a été un des sponsors principaux, mais le Conseil d'État à Genève, dans son entier, a soutenu cette initiative-là. Plus de 30 partenaires de l'écosystème. Nous, on a dit, on ne veut pas faire un programme de ce type-là que BILAB va proposer en partenariat. Non, on va construire ce programme et on va le conduire par et pour l'écosystème. Alors ça, c'est super simple à dire. Mais il y a eu 17 mois de préparation pour pouvoir initier ce programme avec ce simple mantra qui était de dire on fait par et pour l'écosystème. Rencontrer 30 partenaires, coordonner avec eux les actions, prendre en compte leurs attentes, s'adresser correctement, créer une narration qui fonctionne pour les différentes communautés impliquées, les différents groupes d'entreprises. On ne s'adresse pas à la même chose dans une chambre de commerce qu'on va s'adresser à l'économie sociale solidaire, par exemple. Comment est-ce qu'on met cette dynamique-là en place? Et ça a été le travail qui a été mené ces 17 derniers mois. Et on a lancé l'inscription à ce programme le 22 janvier 2018. Très simple, l'entreprise elle répond à 60 questions sur l'outil d'évaluation en ligne. Ensuite, elle peut accéder à des ateliers pour s'améliorer. L'entièreté du programme est gratuit. Et en fait, notre premier constat était que les gens nous disaient « Non mais ce qui est génial là-dedans, au-delà d'un outil, et ça c'est bien qu'aujourd'hui on soit capable de fournir des outils qui référencent de la connaissance pour s'améliorer, au-delà de la dynamique des acteurs, c'est qu'on se parle. On se parle entre nous, on se parle entre acteurs, on se parle entre différentes on va dire, communautés au sein de la même région. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui était sous-estimé. C'était la force de cette création de liens entre les acteurs et leur capacité à agir ensuite ensemble et tous les projets, toutes les initiatives qui ont été générées suite à cela. Donc voilà, aujourd'hui, c'est 340 entreprises qui sont engagées dans le programme, plus de 220 personnes qui ont été formées dans des ateliers, 5000 entreprises qu'on a sensibilisées, ça veut dire qui ont entendu parler du programme, qui ont pris connaissance, des milliers de téléchargements sur des fiches pratiques très simples, accessibles qu'on a mis à disposition, des choses qui sont déjà faites, on n'a pas réinventé la roue, on a simplement créé un catalyseur pour connecter les acteurs de l'économie sur cela. Et puis, effectivement, aujourd'hui, c'est 27 secteurs qui nous donnent du feedback, 27 secteurs d'activité qui nous donnent du feedback, qui nous montrent comment est-ce qu'elles peuvent répondre à ces enjeux-là. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour le territoire, on va dire, ou pour les autorités publiques, c'est de comprendre comment est-ce qu'aussi, et sur quelle base elles vont construire des politiques publiques futures. Alors à Genève, on avait la chance d'avoir une stratégie économique 2030 qui intégrait l'économie verte, qui intégrait l'économie sociale solidaire, et là on leur a donné un instrument très concret, avec des mesures, avec des pratiques, avec des feedbacks du terrain, pour les confirmer et pour continuer à les développer. 4 minutes. Ok.
je serai encore un peu plus court et je me réjouis surtout de la partie discussion. Donc voilà, j'essaie de vous donner un peu tous ces blocs-là sur cette théorie du changement qu'on veut faire d'un point de vue global et d'un point de vue local. On a la chance aujourd'hui que ce même programme-là va se déployer dans d'autres régions en Suisse, avec toujours l'écosystème local, régional, qui sera impliqué pour être pertinent, un, dans les messages, et deux, dans la dynamique que cela peut créer, parce qu'on a des réalités un peu différentes, autres que simplement linguistiques. Je rappelle pour ceux qui viennent pas souvent en Suisse qu'on parle 3 langues dans un petit pays qui est grand comme un mouchoir de poche. Donc ça nous amène son lot de challenges, on va dire. Ce que je voulais peut-être finir dans ces dernières minutes, c'est pourquoi mesurer la transition et qui c'est qu'on a besoin. Effectivement, je crois que globalement, un peu partout dans le monde et en Europe ou même plus localement en Suisse, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, on a besoin de données. Et pour avoir des données, eh bien, il faut pouvoir mesurer. Et puis, instinctivement, les acteurs de l'économie ne sont pas ceux qui adorent partager ces données-là. Donc, il y a un vrai effort et toutes ces dynamiques de mouvements globaux et locaux nous amènent à cette possibilité de commencer à avoir des données, de pouvoir référencer dans des secteurs différents d'activité ces pratiques-là, là où est-ce que les entreprises agissent. Alors donc, qui c'est qu'on a besoin? Le citoyen, ça c'est sûr. Le citoyen, c'est tout le monde, hein, donc c'est la partie prenante générale. Le consommateur, évidemment, pour reconnaître ces bonnes entreprises qui se mettent dans cette dynamique-là. Les investisseurs, effectivement, pour faire de l'allocation. Au-delà, comme je le disais avant, des objectifs du développement durable, on doit financer un nouveau modèle de développement économique. Donc il va falloir et il faut travailler avec tous les acteurs de l'investissement et de la finance pour donner de la capacité à ces nouveaux modèles d'entreprise et à ces nouvelles réalités économiques sur un territoire. Les décideurs politiques, comme je disais avant, effectivement, pour créer des initiatives, des politiques d'encouragement, ils ont besoin d'avoir de la donnée. Ils ont besoin d'avoir des données mesurées, structurées, qui leur permettent de pouvoir construire des éléments qui s'adressent à une région ou un territoire, ou pour chez nous, un canton. Et les entreprises, effectivement, c'est pour déployer cette route. Alors ça paraît extrêmement simple, ce que je vous le dis là, mais c'est de connecter tous ces points ensemble qui est un vrai challenge. C'est de raconter une histoire. Et hier, je ne sais pas qui c'est qui était présent dans l'intervention de Rob Hopkins, qui nous parlait de cette narration, pas dans 2 ans. C'est quoi la narration qu'il faut raconter d'ici 20 ans pour nous donner envie d'y arriver? Et en fait, c'est un peu ce que j'aimerais faire en terminant ici avec vous, c'est de se dire, il faut qu'on construise un message qui est positif, encourageant, ce qui n'est forcément construit sur des choses pas simples, mais qu'il faut structurer pour y arriver, et il faut construire cette narration puissante qui prend en compte toutes ces parties prenantes, tous ces acteurs. Et là, c'est là où je vais challenger un peu les pouvoirs publics en général. Ils fonctionnent sur un agenda qui est beaucoup trop court. Et vous le savez tous, et on s'en constate tous, ils ont un agenda, l'agenda politique général dans tous les pays en Europe et globalement, est beaucoup trop court pour pouvoir créer cette narration sur des objectifs qui vont se passer dans 10 ans, 15 ans, mais qu'il faut mettre en œuvre dès maintenant. Et c'est un peu pour ça que... je reste très positif et je vous partage ce message global qui est on a une opportunité historique de revoir notre modèle de développement économique, de revoir le fonctionnement de l'économie globale et locale. Il n'y a jamais eu autant de signaux et de capacités qui ont été données pour cela. Et il faut rassembler ces voix, il faut avoir cette voix collective, tout en gardant en compte et prenant en compte qu'effectivement il y a des enjeux, il y a une mise en garde permanente sur les catastrophes naturelles, sur les crises financières, sur, encore une fois, le fait qu'on ne doit laisser personne derrière, que ce soit sur les enjeux de pauvreté ou de changement climatique. Et je pense que malheureusement, l'actualité nous rappelle trop souvent qu'on est encore très loin d'avoir réglé ces questions-là, même si on a fait des progrès depuis ces 50 dernières années. Alors comment est-ce qu'on crée cette narration? Comment est-ce qu'on crée ces exemples? Ça sera ce qu'on va discuter, je pense, là ensuite dans les échanges, et je serai ouvert à vos questions. Je voulais vous donner un peu ces 5 grands blocs, et j'aimerais terminer sur cette phrase qui me tient à cœur depuis maintenant près de 15 ans, qui a été dite par Friedrich Unterwasser, qui est un urbaniste autrichien et un architecte assez connu, qui disait que lorsqu'un seul un homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, eh bien c'est le début d'une nouvelle réalité. Et ça, je pense que c'est vraiment cette narration qu'il faut qu'on construise tous ensemble, et je me réjouis d'en parler avec vous. Voilà. Je vais voir mon timing. Voilà.
Thank you, Jonathan. Please. Merci beaucoup, Jonathan. J'aime bien cette dernière citation parce que je pense que ça se reflète bien aussi dans ce que je vais vous présenter. Alors, mon accent ne trahit pas forcément très bien l'endroit où j'habite maintenant. J'habite Montréal. Qui est-ce qui est déjà allé à Montréal? Ok. Et qui est-ce qui rêve d'aller à Montréal? Ouais, en général, j'ai à peu près cette réaction-là. Il y a beaucoup de gens qui lèvent la main quand je pose cette question-là. Donc moi, ça fait 14 ans que je suis installée à Montréal. J'ai étudié dans le passé à Montréal. J'étais revenue en France. Je suis repartie à 14 ans. Et puis, je suis partie avec cette volonté et cette ambition de vraiment créer mon poste, créer mon métier de consultante en stratégie et développement durable. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'y suis arrivée finalement. Ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans que je fais ce métier-là à Montréal. Et j'ai créé. En fait, quand je suis arrivée à Montréal, il y avait 3 personnes. En réalité, il y avait 2 autres personnes que moi qui parlaient vraiment, qui avaient un langage assez structuré et abouti sur ces sujets-là. Et on a créé ensemble une boîte qui s'appelle aujourd'hui Elio. Mais avant d'arriver à Elio, on avait chacun nos compagnies. Donc voilà. Donc Elio, c'est une boîte de conseil en stratégie et développement durable. Et nous, ça fait un peu plus de 12 ans qu'on consacre notre quotidien à aider des gens dans les organisations, quelle que soit l'organisation, que ce soit une municipalité, une PME, une grosse entreprise, à changer leur modèle d'affaires et changer leur façon de faire. Donc, depuis 12 ans, on avait eu le temps, puis c'est important que je vous raconte ça pour que vous sachiez comment on a réussi à créer ce parcours développement durable avec la ville de Montréal. Donc, en 12-13 ans, on a eu le temps, puis on a eu la chance de pouvoir travailler avec pas mal d'acteurs, puis on était quand même parmi les premiers au Québec à être actifs sur le sujet, et on est parmi ceux qui avons résisté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé d'activité depuis. Donc on avait notre boîte de conseil en stratégie, et puis il y a quelques années a émergé en fait un organisme à but non lucratif, un OBNL comme on dit au Québec, qui s'appelle le Conseil des industries durables. Et le Conseil des industries durables, son objectif c'est de booster l'industrie. En fait, le fondateur du Conseil des industries durables s'est dit nos industriels, lui il a vraiment un focus industriel, nos industriels ne pourront devenir des industriels de classe mondiale que s'ils changent leurs pratiques pour faire partie de la solution et qu'ils adoptent des pratiques de développement durable. Donc on s'est vite rejoints et on a développé ensemble un programme d'accompagnement des PME, parce que il y avait vraiment un vide dans le marché. Évidemment, une grande entreprise, elle peut se payer les services d'un consultant, elle a souvent une politique au niveau du groupe, mais une PME, c'est bien différent. Donc on a créé ensemble un programme d'accompagnement qu'on a appelé éco-responsable, et qui permettait à des PME de bénéficier de services de conseil et d'accompagnement aussi qualitatifs qu'une grande entreprise pourrait avoir. Donc il y a 2 ans, donc nous on a développé cette expérience-là avec des tas de PME au Québec, surtout industrielles mais aussi de services. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure d'accompagner des entreprises individuellement qu'il y avait un effet encore plus bénéfique quand on mettait des entreprises ensemble. Donc on a commencé à créer des cohortes avec aussi d'autres experts du Conseil des industries durables. On a créé des cohortes avec plusieurs entreprises. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une recette là qui était à creuser. Et il y a un peu moins de 2 ans, je suis allée voir les gens de la ville de Montréal. Et précisément, je suis allée voir une personne du service de développement économique de la ville de Montréal. Puis ça, c'est important parce que je voudrais vraiment aussi que vous sachiez que toute cette histoire-là n'est pas une question de politique ou de programmes gouvernementaux, c'est aussi une question de personnes. Donc je me suis retrouvée dans son bureau et elle avait, au développement économique, ils avaient développé quelque chose qui s'appelle le parcours Innovation Montréal, dans lequel ils ont 40 entreprises qui suivent justement un programme d'1 an sur l'innovation. Et puis, quand je suis arrivée en lui disant, écoute, on devrait monter une cohorte d'entreprises pour faire un programme développement durable à Montréal, elle a complètement embarqué. Elle a dit, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce qu'il y a une direction du développement durable dans la ville de Montréal, mais cette direction-là fixe des cibles, elle fixe des stratégies, mais elle n'a pas les moyens de réaliser, elle n'est pas en contact avec les entreprises. Donc, il n'y avait pas de réponse à ces cibles-là qui touchaient des entreprises du secteur montréalais. Au développement économique, ils avaient de plus en plus dans leur parcours innovation des gens qui arrivaient avec des enjeux surtout de valorisation des matières résiduelles, des trucs assez costauds puis assez précis, surtout en matière environnementale, et ils n'avaient pas de réponse. Et nous, on arrivait avec une expérience qui était une expérience terrain d'accompagnement des entreprises, avec en plus ce qu'avait développé le Conseil des industries durables, en plus du programme d'accompagnement, c'était une certification qui maintenant est attribuée par EcoCert. Donc ça nous donne aussi une crédibilité additionnelle. Donc on avait des outils, un programme, une méthodologie et une certification
certification à la fin qui est quand même essentielle pour les PME parce que les PME vendent à des grandes entreprises, elles ont besoin d'être reconnues. Donc on arrivait dans un vide complet au niveau des solutions municipales et avec une expertise qui correspondait exactement à ce dont ils avaient besoin. Donc il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, on s'est dit bingo, on va faire un programme, un parcours développement durable. Sauf que grâce à la ville, ce qui s'est passé, c'est que nous, on arrivait avec, oui, cette méthodologie, cette capacité à accompagner des PME, créer une cohorte, ça, c'est pas très compliqué. Mais grâce à leur implication, puis toute l'expérience qu'ils avaient avec l'écosystème socio-économico, innovato, enfin bref, tout cet écosystème montréalais, c'est que ça nous a permis de faire quelque chose qui était bien plus grand. Et je vais vous en dire quelques mots. Donc, on l'a appelé le parcours développement durable Montréal, donc qui a été initié par Elio et la ville de Elio, donc c'est nous la ville de Montréal, avec le Conseil des industries durables et cette certification que les entreprises obtiennent à la fin. Mais on est aussi devenu, puis là encore, c'est une question de personne, parce que lors de discussions à l'interne de la ville dans laquelle j'étais pas présente, a émergé l'idée que dans le cadre du C40, qui est le regroupement des municipalités durables dans le monde, il y a une initiative qui s'appelle Women for Climate. Et là, tout d'un coup, a émergé l'idée que parcours développement durable, 15, parce qu'on a 15 PME. 15 PME, pourquoi est-ce qu'on ne réserverait pas 10 places de ces PME-là à des femmes entrepreneurs qui deviendraient la première cohorte de mentorat de l'initiative Women for Climate? Évidemment, pourquoi pas? Alors on l'a fait. On ne savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Et on est devenu aussi la première cohorte de Women for Climate. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, puis je vais vous montrer les portraits des entrepreneurs, on était un peu stressés, je vous avoue, sur le fait de dire, est-ce qu'on va trouver 15 femmes entrepreneurs qui ont un intérêt en matière de développement durable? On était déjà un peu plus large que juste les changements climatiques. On s'est dit, est-ce qu'on va trouver? Donc, on a beaucoup poussé le côté féminin. Et en fait, on a 13 entreprises sur 15 qui sont représentées par des femmes. C'est pas toute la chef d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui est au comité de direction, qui a un rôle d'influence. Donc ça, c'est essentiel et ça nous donne beaucoup de visibilité. On va être là au mois de février à la conférence la conférence du réseau Women for Climate à Paris, justement au mois de février. Alors, ce qu'on a créé finalement et qui est un peu la Rolls-Royce d'un parcours d'accompagnement, c'est un programme sur une année, donc une année complète dans laquelle on a, alors il paraît qu'il y a un petit zoom là, voilà, on demande aux entreprises d'arriver avec un défi, une première idée de ce qu'elles veulent accomplir en matière de durabilité. Évidemment, on le révise, on le revoit, on l'enrichit dans l'année, mais c'est un petit peu le point de départ, la question de départ qu'elle se pose. On a 5 journées de formation collective, et puis la formation collective, je crois que Jonathan t'en parlait, on est plus dans de la co-création, on est plutôt dans des séances de co-design, c'est très très participatif, et c'est là où l'effet cohorte a vraiment son impact, parce que là se crée un vrai réseau, une vraie collaboration entre les PME et un vrai esprit d'équipe sur lequel on veut bâtir, justement, ça c'est une des ouvertures pour les années prochaines où on voudrait travailler là-dessus. Donc on a 5 journées de formation collective qui sont données par des experts, donc il y a nous, mais il y a aussi HEC Montréal, on a des tas d'experts qui viennent nous aider là-dessus pour délivrer le message avec des angles un peu différents sur l'économie circulaire, sur des tas de sujets. On a aussi, alors ça c'est le ministère du Travail, parce que je vais vous dire qui sont nos partenaires financiers, mais le ministère du Travail tient beaucoup en ce moment, c'est très tendance, lui son objectif c'est de développer les compétences de gestion, donc ils tiennent beaucoup à tout ce qui est test psychométrique, cohésion d'équipe, donc en plus on leur fait toute une séance de formation à la cohésion d'équipe. Ils participent dans leur C2 Montréal, ça c'est montréalais. C2 c'est une grosse conférence sur la créativité et le commerce de 3 jours, et C2 étant devenus partenaires du parcours, ces gens-là ont accès gratuitement à la conférence, qui est une conférence très très chère. Donc ça c'est aussi là un endroit où ils vont commencer à chercher des solutions pour leurs défis. On a donc évidemment la certification éco-responsable, ça je vous en ai parlé, plein d'ateliers d'idéation où ils rencontrent des experts additionnels. Ensuite on a du coaching en plus du reste, donc on a nos séances de formation collective, on a des ateliers de travail et de co-design et d'accompagnement stratégique finalement qu'on fait dans les PME. On a 4 ateliers d'une demi-journée dans les PME, ce qui est essentiel, et en fait ça c'est un peu la magic touch du parcours, c'est que les entreprises aiment bien être
être ensemble et puis partager des choses, faire du co-design, mais elles aiment encore mieux presque qu'on vienne chez elles avec leur équipe. Ça permet d'amplifier le message, de faire participer plus de gens et développer des visions vraiment et des plans d'action collectifs. Donc ça, c'est deux choses essentielles, mais aussi on a du coaching ensuite personnalisé, on a des experts qui vont venir les aider sur leurs défis tel qu'il a été reformulé au fur et à mesure du parcours. Et pour les femmes qui sont dans la cohorte de Women for Climate, on a du mentorat additionnel où elles ont une dizaine de rencontres avec une mentor qui est une femme d'influence sur la scène québécoise. Donc ça peut être une femme, une élue, ça peut être quelqu'un, la directrice générale de l'équivalent de l'ADEME qui s'appelle Rossi Québec. On a des gens, des partenaires financiers qui sont des femmes qui ont des postes d'influence dans leur entreprise. Donc c'est tout et puis inutile de vous dire que grâce à cette visibilité qu'on a eue, on a aussi quelques cocktails qui sont plutôt appréciés avec des belles photos. Mais voilà. Donc on a, vous voyez, c'est très très féminin comme cohorte. On a juste 2 messieurs, mais bon, il y a plusieurs fondateurs des entreprises dans lesquelles sont ces personnes-là qui sont aussi des hommes, mais on a une belle représentation féminine et c'est drôle parce que Sylvie Labelle du développement économique qui a lancé le parcours innovation, elle me disait que c'est une toute autre dynamique d'avoir une cohorte très féminine. J'ai vu d'ailleurs que sur la scène hier soir, il n'y avait pas beaucoup de dames qui représentaient les universités. Nous, on a pesé la balance, on a appuyé sur la balance à l'inverse. Et donc, c'est drôle parce qu'on a des gens de PME, on n'a pas fait de sélection par rapport à un secteur d'activité, ni par rapport au fait que ces PME-là apportaient des solutions municipales. On n'est pas du tout dans cette dynamique. Ce sont des PME de l'écosystème économique montréalais qui ont toutes envie d'améliorer leur modèle d'affaires et leurs pratiques pour avoir un meilleur impact. Donc on a une entreprise qui gère des fortunes. Donc c'est des gestionnaires d'argent, de financiers. On a des gens qui font des logiciels de gestion hôtelière. On a des gens qui organisent des événements. On a une épicerie zéro déchet qui est une des pionnières au Québec, la première au Québec. On a des gens qui font de la chimie verte. Alors, c'est vraiment des profils complètement différents les uns des autres, mais elles partagent toutes cette ambition d'améliorer leurs pratiques. Voilà, donc ça c'est notre programme, je ne vais pas revenir dessus. La participation au parcours, ce qu'on s'est dit, on ne veut pas avoir, c'est pas des startups auxquelles on s'adresse, c'est vraiment des PME. Donc c'est des entreprises qui ont plus de 800 000 $ de chiffre d'affaires, qui ont moins de 200 employés pour rester dans la définition de la PME, et puis qui sont sur l'île de Montréal. Donc on est vraiment dans les entreprises locales. Donc on est vraiment sur un moteur de développement local avec des acteurs locaux et des PME locales. Bon, ça je vais passer. Et puis je pensais que c'était important de vous montrer comment ça se finance un parcours comme celui-là. Donc on a la ville de Montréal, c'est le plus gros contributeur financier. Vous voyez le total là, c'est un gros budget. Évidemment, nous ce que ça permet de faire, c'est en faisant un programme, un parcours qui est aussi, qui est quand même assez luxueux, ça nous permet aussi ensuite de développer des choses qu'on va pouvoir utiliser si on veut le développer dans d'autres villes du Québec sur lesquelles évidemment le budget sera moindre, mais c'est un peu le laboratoire qui permet de tirer des leçons puis de développer des choses qui vont pouvoir ensuite être déployées ailleurs pour un budget qui sera plus petit. Donc la ville de Montréal avec les deux services, mais c'est vraiment le service de développement économique, c'est intéressant, c'est eux qui nous financent la majeure partie. On a ça c'est le ministère du Travail qui est aussi le deuxième plus gros contributeur, et le ministère de l'économie, donc c'est drôle, qui sont en dessous, et c'est plutôt le ministère du Travail qui a eu le coup de cœur pour notre parcours. Ensuite, on a 3 entreprises privées, L'Oréal Canada, parce que c'est eux le partenaire principal au niveau monde sur Women for Climate. Et puis ensuite, les deux autres entreprises sont des entreprises très locales. Énergir, c'est l'équivalent d'anciennement GDF. Et puis Cascade, ils font du papier recyclé bien avant que ce soit tendance de recycler les matières résiduelles. Voilà, donc ça c'est... et puis ensuite les entreprises, alors pour vous dire, c'est à peu près un coût de 25 000, on va dire, par entreprise, le coût réel, mais l'entreprise paye 2 000 $. Donc c'est vraiment, non seulement c'est la version luxueuse du parcours, mais c'est qu'en plus il n'y a aucune barrière à l'entrée en matière financière. Et ça, ça aussi, c'est ce que ça nous permet de faire, d'être en partenariat avec la ville de Montréal et puis avec le gouvernement du Québec. Donc ça, c'est le parcours. Vous voyez,
on a plein de partenaires, ça vous le savez, les partenaires de diffusion. Alors évidemment, avec un parcours comme ça aussi visible, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent être sur la photo, puis tant mieux parce que ça nous aide bien en termes de diffusion et en termes en tout cas, oui, de diffusion du message en tout cas. Et voilà. Donc ça, c'est le parcours. Moi, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a appris au fur et à mesure, c'est la première cohorte. Là, on va finir notre première cohorte au mois de décembre. Et puis, ce qui est assez flagrant, c'est que la recette fonctionne. La recette est très efficace. On s'en est aperçu. On a des témoignages qui sont très poignants de la part des entrepreneurs. La première chose que j'ai remarqué, c'est que quand on est consultant, on accompagne des entreprises, il y a une transformation, c'est vrai, mais l'entreprise se focus sur ses enjeux, l'entreprise, la transformation se fait, mais elle est peut-être moins sincère. Tu sais, quand on parle de la tête, le cœur, les mains, souvent on peut on peut être frustré ou impatient à cause du côté un peu plus superficiel. C'est difficile quand on est consultant de travailler avec une équipe et d'aller dans le cœur des choses, mais là on y va. Et ça, c'est l'effet cohorte et c'est l'effet durée du parcours et c'est l'effet multiplication des activités. Ça, on a vraiment des témoignages et des transformations visibles d'individus qui sont des chefs d'entreprise et qui ressortent de là en se disant « Ok, maintenant, je ne vis plus de la même façon, je ne vois plus les choses de la même façon et mon message maintenant est différent et mon impact, l'impact que je veux avoir, j'ai compris enfin ce que je pouvais avoir comme impact positif en étant entrepreneur. » Donc ça, on le voit et je crois que c'est vraiment un des éléments, un des impacts intéressants d'un parcours comme celui-là. Il y a une chose aussi, c'est que on l'a commencé, je dirais pas en catimini, mais parce que c'est quand même des gros budgets, il faut les passer, mais on a commencé en se disant on va bâtir au fur et à mesure, évidemment. Et puis ça a pris de l'ampleur, et ce qu'on voit, c'est que ça a été une question de personnes, vraiment au début, des gens qui on s'est fait confiance. C'est pour ça que c'est allé très vite aussi, mais tout d'un coup, le politique s'y est intéressé. On l'a embarqué après le politique. Donc là, on a une mairesse, ici on dit pas mairesse, on dit maire, mais une femme maire à Montréal depuis peu. Donc le côté Women for Climate, c'est là-dessus qu'on est allé la chercher. Donc elle est venue participer aux conférences. On a commencé à embarquer un peu tout l'écosystème politique aussi, directement avec la mairesse tant qu'à faire. On est allé intégrer tous les équivalents des chambres de commerce. Enfin, il y a un système qui s'appelle PME Montréal au Québec, à Montréal, qui finance, en fait, qui est le bras financier et conseil des startups et des PME du Québec. Donc, on allait les embarquer. On a embarqué plein de gens comme ça, progressivement, qui se sont intéressés puis qui ont vu, tiens, c'est vraiment, ça a de l'impact ce parcours-là. Donc ça, ce que ça a fait, c'est que derrière, on arrive subtilement, mais c'est le parcours qui va changer les politiques publiques. À savoir qu'en ayant une recette qui fonctionne, puis en voyant les impacts que ça peut avoir, parce que le service du développement économique, son objectif, c'est de stimuler l'économie de Montréal. Hein, donc, de stimuler l'économie par l'innovation, par toutes ces nouvelles tendances. Donc ça, c'est vraiment son objectif. Et là, en faisant un parcours comme ça permet d'intégrer de plus en plus les notions d'impact, de durabilité dans les politiques, dans les orientations stratégiques du service de développement économique. Et ça, je trouve ça assez fascinant d'observer ça parce que c'était pas forcément évident et que je crois que le parcours a grandement contribué à cette prise de conscience-là des décideurs politiques et de l'administration publique sur l'importance d'intégrer ces notions-là dans le développement économique. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est fortement stimulant. Et puis après, la chose sur laquelle on veut travailler dans les années à venir, c'est de travailler aussi sur l'impact collectif. Donc là, je suis en train de chercher la recette pour ça. C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup ce que disait Jonathan. Mais comment s'assurer, aujourd'hui, on a un impact sur les pratiques des entreprises qu'on a accompagnées. On a un impact on sait qu'on développe des leaders du message. Ça, c'est évident. Maintenant, ce que j'aimerais travailler, c'est comment on fait atteindre des objectifs collectifs à toute cette cohorte-là, à cette force vive qu'on est en train de créer. Comment est-ce qu'on
qu'on crée l'effet communauté et comment est-ce qu'on peut se dire, ok, collectivement, comment est-ce qu'on peut atteindre, notamment, je pense celui qui est le plus inspirant, c'est les cibles de réduction de gaz à effet de serre de la ville de Montréal. Donc là, voilà, ça c'est la prochaine frontière, je dirais, sur laquelle je pense qu'il faut qu'on travaille et puis qu'on démontre que ça peut avoir de l'impact. Donc voilà, ça fait le tour. Donc nous, c'est vraiment une solution très opérationnelle qu'on propose et qu'on est en train de refinancer pour 2 ans. Donc comme quoi la recette a l'air de prendre. Voilà. Thank you, Esther. Merci. Donc, si vous voulez, je vais insister sur certains aspects des 2 présentations qui viennent d'avoir eu lieu. Souvent, les acteurs sont surpris de façon favorable par les résultats, de façon positive. La simple connexion des intérêts et des organisations civiles sont suffisamment puissantes pour créer des nouvelles idées, des nouvelles approches, des nouveaux projets au niveau des régions. Donc ça prouve l'importance de l'action collective, bien évidemment. Et c'était aussi intéressant dans vos présentations d'entendre qu'il y a un objectif double et que on voulait améliorer les pratiques des entreprises, mais en faisant ça, on améliore aussi les politiques publiques en les mettant en forme pour être plus appropriées. Donc c'était très intéressant à faire remonter. On a la perspective du mouvement B Corp, des agences de conseil du secteur privé. Maintenant, ce sera intéressant d'avoir le point de vue des autorités publiques. Monsieur Debin, la parole est à vous. 3 éléments de vos présentations, parce qu'on n'est pas l'un à côté de l'autre par hasard. Et c'est vrai qu'on partage un certain nombre de valeurs. Bon, d'abord, un petit élément de présentation personnel, géographique aussi pour le territoire et politique. Moi, je suis devenu maire de Roubaix, 95 000 habitants, en 2014. J'ai la particularité d'avoir fait une équipe déjà très connectée au monde économique, avec 2/3 des gens qui n'étaient pas dans un parti politique et beaucoup de gens qui débarquaient. J'avais dans mon équipe de 35 élus, seulement 2 ou 3 personnes qui avaient été élues précédemment. Donc on est arrivé avec la conviction qu'il fallait changer de modèle dans une ville assez particulière, qui a la particularité d'avoir une histoire économique forte, un développement important pour être devenu tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle une capitale mondiale du textile, d'avoir donc connu une crise importante, d'avoir montré une capacité de résilience et d'avoir notamment développé pas mal de modèles nouveaux dans le retail, dans la distribution, avec j'ai vu leur logo, notamment, ils sont pas seuls, mais ID Kids qui fait de la distribution pour enfants, mais d'autres grandes entreprises qui sont parties de chez nous, enfin, qui ont démarré chez nous pour conquérir le monde, avec donc cette ville de Roubaix, au cœur d'une métropole européenne de Lille d'1,2 million d'habitants, et depuis bientôt 3 ans dans une grande région, née de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, d'une grande région de 6 millions d'habitants. Et c'est vrai que c'est à travers les expériences qu'on a vécues et qu'on partage très largement que je vais intervenir, en essayant de laisser place, parce que c'est notre envie depuis le début entre intervenants, aux échanges avec la salle. La particularité de ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé à Roubaix, c'est qu'on portait un certain nombre de convictions fortes qu'on avait envie de mettre en place sans attendre et sans se poser la question si c'était nous le bon niveau pour faire. Et chacun ses citations. Nous, on a un principe, voir grand et voir aussi au-delà des échéances électorales. J'ai bien entendu ce que vous disiez, l'agenda politique nous pousse peut-être à regarder pas assez loin, donc le voir grand permet d'avoir des perspectives. Le commencer petit, parce que moins que jamais, je pense qu'on y arrivera avec des grands plans d'action qu'on met 18 mois à rédiger, qui sont obsolètes quand on a fini de les rédiger. Commencer petit et puis avancer vite, parce qu'il y a cette urgence sociale. C'est la particularité de notre ville, avec 30% de chômage, mais d'un certain nombre de territoires pour
qui la transition est importante, sociale et climatique, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'il y a deux notions qu'on a retrouvées dans les interventions précédentes et qu'on partage, c'est la notion d'interdépendance des acteurs, parce que plus que jamais on a tous compris, et je pense que la particularité au-delà de nos différences des gens qui sont dans cette salle, c'est qu'on a compris qu'on y arriverait qu'en travaillant ensemble, et cette notion fondamentale qu'on répète tous à longueur d'intervention d'écosystème et qui change la vision, parce qu'on a tous compris que vu les impératifs de transition, de changement de modèle, si on fonctionne tous en silo, chacun dans notre coin, on n'y arriverait pas. Et c'est vrai que cette notion d'écosystème, elle est importante. Deux, trois petits exemples concrets de mise en place de choses. On a été, quelques mois après notre arrivée, la première ville, vous avez parlé d'épicerie zéro déchet, on a été en France la première ville à se lancer dans le zéro déchet, le zero waste, mouvement qui dit zéro déchet et zéro gaspille, c'est pour ça que j'utilise aussi le mot anglais. Et puis, petit partage d'expérience sur la méthode. Normalement, c'est à la métropole de faire, mais c'est vrai qu'on était tellement convaincus qu'il fallait se lancer vite, que mes premiers contacts et mes premiers échanges à la métropole, j'ai pas eu le niveau d'écoute que je devais avoir. On m'a dit, si tu veux réduire les déchets, tu vas supprimer les emplois. Je me suis dit, oh là là, c'est pas gagné. Et donc, quand je suis revenu à la ville avec mon équipe, notamment avec Alexandre Garcin qui incarne cette politique-là dans mon équipe, qui est mon adjoint, on s'est dit, on y croit, on commence. On n'attend pas. Et c'est vrai qu'on a lancé quelque chose d'hyper simple, qui est un défi des familles, qui se lance, alors sur une base de volontariat évident, dans ce mouvement zéro déchet, avec la volonté de mesurer chaque semaine le poids de leur poubelle et de s'engager dans un mouvement de fond de changement. Je le cite parce que c'est vrai qu'on a parlé des consommateurs, des entreprises, mais on réussira à rien au-delà de toutes les grandes conférences mondiales si on n'emporte pas les citoyens. Et c'est vrai que c'est dans toutes les politiques qu'on a mis en place la particularité. On ne s'est pas satisfait de décisions politiques ou de connexion avec le monde des entreprises, mais on a ce travail d'emporter les citoyens dans le mouvement, ce qui est indispensable. Et c'est vrai que cette expérience zéro déchet, elle nous donne aujourd'hui une vraie dynamique, puisque les choses ont bien changé au niveau de la métropole et pas mal de villes nous ont rejoints, à commencer par la ville voisine, de taille à peu près équivalente de Tourcoing. Et c'est vrai que la particularité, plutôt que essayer de convaincre dans l'absolu, avec des présentations et des PowerPoint, nos villes collègues, quand je suis retourné un peu plus d'un an après à la métropole avec les premiers résultats de l'expérimentation à Roubaix, j'avais déjà des résultats et j'avais déjà un impact. Puisque les familles ont volontaires, alors c'est vrai que ça donne un échantillon pas forcément représentatif, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui après pratiquement 4 ans, on a déjà 1% de la population de la ville qui s'est mis au zéro déchet et qui a changé sa manière de consommer. Et c'est vrai que à travers cet écosystème émergents, on voit bien les changements qui sont les nôtres, le côté inéluctable, mais aussi la nécessité. C'est pour ça que je citais les trois niveaux entre la métropole, la région et l'impulsion qui part de la ville. On voit la nécessité de travailler ensemble avec les entreprises. Et c'est vrai que si je devais définir notre rôle auprès des entreprises comme animateur de l'écosystème, je le dirais en 2 mots. Le rôle de facilitateur, parce que c'est vrai que pour aider les entreprises à grandir et à se développer sur notre territoire, on doit jouer les facilitateurs, a fortiori dans un pays comme la France, où il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de strates administratives, beaucoup de lois nouvelles. On doit assurer une capacité à avoir un interlocuteur unique. Et c'est vrai que pour ça, je pense que le bon niveau, c'est le niveau municipal. Facilitateur et connecteur. On revient à la notion d'écosystème, évidemment, parce que, pour le coup, on s'aperçoit qu'il faut faire le lien entre les entreprises du territoire, qui ne se parlent pas forcément. On s'aperçoit aussi qu'il y a un lien majeur, et ça c'est par exemple ma délégation à la métropole où je suis en charge de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'il faut faire parler tous ces acteurs, les acteurs les plus dynamiques de l'économie avec les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche, et aussi
Ça, c'est un élément majeur qu'on oublie souvent de citer, la nécessité d'adapter notre modèle de formation. Parce que c'est vrai qu'on n'arrivera pas à changer le monde avec des formations qui restent statiques et traditionnelles. Et là, je veux parler rapidement de l'émergence d'un nouveau modèle qui, en France, se caractérise, par exemple, par le mouvement de grande école du numérique qu'on a amplifié au niveau de la région avec la grande école régionale du numérique où là, l'idée, c'est de former au-delà des formations traditionnelles d'ingénieurs, de techniciens réseau dans le numérique, de former dans un modèle inclusif avec une mixité importante, mixité sociale aussi, des jeunes et des moins jeunes au numérique en 6 mois dans une formation express et commando, et ça fait partie des modèles nouveaux qui se développent et qui répondent aux besoins de changement du monde. Et c'est vrai que pour le coup, ce qu'on voit aussi nous dans notre expérience de 4 ans à Roubaix, dans la métropole et plus récemment dans la région, c'est qu'on a le besoin de jouer ce rôle de tiers de confiance entre les acteurs. Que rien ne se fait, et je rejoins ce que vous avez dit, rien ne se fait sans les rencontres humainement. C'est là que la confiance entre les acteurs fait la différence. Nous, on a par exemple développé au niveau de la ville quelque chose d'hyper simple qui se faisait plus, c'est des petits déjeuners des acteurs économiques. Alors c'est vraiment pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui permet aux acteurs de se rencontrer et qui permet de faire émerger des projets, de mettre tout l'écosystème au courant des initiatives, à la fois des grands mouvements, mais aussi des choses qu'on a envie de mettre en place où on partage ces enjeux de territoire, qui soient d'ailleurs portés par la ville, la métropole ou la région, c'est indifférent. Et c'est vrai que c'est des petites initiatives comme ça qui, mises bout à bout, changent les choses. J'ai développé aussi récemment au niveau de la région pour le numérique, mais on a envie de développer dans notre secteur un programme qui s'appelle Adopte une start-up, où là on change le modèle de l'appel d'offres habituel et on offre aux startups de la visibilité et la possibilité de partager leurs exemples de réussite pour les connecter avec les collectivités. Parce qu'on sait très bien que les collectivités, on a tous compris qu'il fallait bosser avec les startups. Ça, c'est la déclaration générale pour innover. Et puis on voit après que si on ne fait pas attention, les services financent, les services juridiques reprennent le dessus, et quand vous avez une jeune entreprise à qui on demande 5 ans de bilan alors qu'elle est créée depuis 1 an et demi, ça pose problème. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cette notion importante quand on veut innover, qui est de la capacité à prendre des risques. Alors que nous, décideurs politiques, on est entouré de gens dont le métier, c'est d'essayer de limiter les risques qu'on prend. Et c'est vrai que si on travaille avec une start-up, si on a besoin d'innover, forcément, on doit réapprendre à prendre des risques qui n'étaient pas forcément dans l'ADN des collectivités. Voilà les quelques éléments que je voulais partager. Nous, on essaie de fonctionner de manière très ouverte. C'est pour ça que j'étais particulièrement à l'écoute des 2 interventions spécifiques. Et je pense que ces moments comme le World Forum, c'est des moments qui permettent l'accélération des prises de contact, qui amènent, quand les micros sont fermés, à échanger, à essayer aussi de tirer profit de l'expérience des autres territoires, de faire des liens, d'accélérer des contacts. Un autre exemple, j'ai pris l'exemple du zéro déchet. On a mis en place, c'est en s'inspirant d'une initiative de Liverpool, un projet qui s'appelle les maisons à 1 euro avec travaux. Pourquoi ? Parce qu'on avait une problématique de logement vacant, et qu'on pensait que le marché tout seul n'y arriverait pas. Donc on s'est inspiré de ce qu'a fait Liverpool. Même chose, on nous a dit au début, ça marchera pas, c'est pas possible, le droit français est ce qu'il est, c'est pas le droit anglais. Et puis on voit que finalement, après quelques mois d'études, on lance une expérimentation.
Et ça, c'est le commencer petit, parce que sur une ambition qui porte au niveau de la métropole sur plus de 10 000 logements vacants, on commence localement avec 17 maisons. Alors, c'est évidemment pas ça qui, dans un premier temps, va changer la donne, mais c'est ce type d'expérimentation mise bout à bout qui permettent de changer la donne aussi. Et je pense que ça, c'est un changement de philosophie pour les acteurs publics importante de comprendre qu'on n'a pas forcément vocation à réussir tout du premier coup par des grands plans venus du haut. Et c'est ce que j'ai souvent l'occasion de dire, moi, aux ministres qu'on reçoit. Travaillons ensemble. Laissez-nous expérimenter, laissez-nous localement développer des initiatives avec les acteurs économiques, avec les acteurs associatifs, en écosystème, et puis tirons modestement les conséquences de ces expérimentations, qu'on soit capable de dire ça a fonctionné, non ça n'a pas fonctionné, il faut repositionner, il faut pivoter. Voilà, à travers 2-3 exemples, je pourrais les multiplier, mais je viendrai manger le temps d'échange qu'on a tous envie d'avoir ensemble. Voilà, à partir de quelques petits exemples concrets depuis quelques années sur un territoire qui avait bien besoin d'innover, ce que je voulais partager ce matin avec vous. Je suis ravi d'être là parce que l'invité permanent du World Forum chez moi, c'est mon adjoint Alexandre Garcin, qui ne manque pas une heure depuis qu'on est là. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'intervenir et je suis ravi de le faire aujourd'hui. Je répète, parce que c'est notre... Vous nous avez passé une belle citation qu'on partage. Nous, notre vision, c'est vraiment de dire, voir grand, commencer petit et avancer vite, avec l'envie de partager avec les acteurs du territoire. Merci à vous. Thank you, Mr. Doba. Merci, Monsieur Doba. Je pense que c'était très intéressant d'entendre que les autorités, particulièrement, moi je viens du Brésil, hein, et nos politiciens, ils ne pensent pas au-delà de l'agenda politique, ils ne pensent pas grand, ils ne pensent pas au-delà de leur mandat. Et donc, c'est un facteur clé pour établir une telle approche, pour être le facilitateur, celui qui connecte les gens. Alors, je pense que nous avons un petit peu de temps pour écouter les réactions du public, pour réaxer leurs commentaires ou leurs questions aux membres du panel. Pardon, aux membres du panel. Vous devez parler dans le micro parce que nous sommes enregistrés. Bonjour et merci à tous les trois pour ce partage d'expérience qui est très enrichissant et très enthousiasmant et inspirant. Je voulais juste savoir, notamment pour Monsieur le maire de Roubaix, comment vous instauriez le dialogue entre justement le public et le privé. Moi, j'ai un petit peu travaillé avec la région, en l'occurrence d'Île-de-France, et j'ai trouvé que parfois c'était très compliqué parce que justement les temps étaient différents. Les temps des entreprises, les temps des élus, et ils avaient du mal de se comprendre et donc de collaborer ensemble. Et il me semblait que c'était à la base un problème surtout de communication. Et ensuite, comment vous faites aussi pour mettre en place des expérimentations, sachant qu'effectivement les réglementations dans le public sont pas toujours ouvertes à ce type d'expérience ou de mise en œuvre très ponctuelle d'expérimentation sur un petit secteur. Il y a beaucoup de démarches en fait réglementaires, les appels d'offres, etc., qui viennent compliquer en fait on va dire la méthode test and learn d'action à mettre en place. Merci. Should we collect some more? Peut-être qu'on pourrait prendre plusieurs questions ensemble et puis y répondre après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Oui.
Il y a encore 2 questions, me semble-t-il. C'est notre modérateur. Ma question est pour Jonathan Normand. Pour le mouvement B Corp, est-ce que dans le mouvement, vous avez des entreprises entre guillemets classiques, par exemple cotées en bourse? Quand je dis entreprise classique, c'est avec vraiment une visée de performance économique, de performance financière. Et si oui, comment vous les intégrez? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience? Merci. Bonjour, merci pour vos interventions et ce partage d'expériences très enrichissant. J'aurais une question concernant le programme Parcours d'aider à Montréal. Je me demandais si le programme avait permis aux entreprises de développer des synergies communes, voire des coopérations, voire des innovations, et un peu de fertilisation croisée entre elles. Voilà. Merci. Good. It's good that we have one question to each. C'est bon, on a une question pour chacun, mais je voudrais poser une question à tout le monde ici, et c'est lié à la première question, en ce qui concerne la communication. Si vous pouviez choisir un défi principal, une difficulté, qu'est-ce que ce serait cette difficulté dans chacun des cas? Quelle est la difficulté principale, le défi que vous avez dû surmonter pendant le processus? Mr. Doba. Oui, alors, réponse à 2 niveaux. Premièrement, il y a un facteur facilitant pour les relations entre les élus et les entreprises, c'est que sur les dernières élections, les Français ont choisi de pas mal renouveler le personnel politique, et donc je vous ai pas parlé de mon parcours politique, mais c'est vrai que moi j'ai passé 15 ans dans les entreprises à aider les entreprises à intégrer Internet dans leur stratégie de développement. Donc c'est vrai que ça aide. Mais ça aide aussi d'avoir à la tête de la région Xavier Bertrand qui vient du privé et qui connaît donc, comme un certain nombre d'autres élus, mieux les mondes. Je pense que la difficulté, elle existe encore. Hein. Je ne vais pas éluder en disant que avec les changements de CV des élus, on a et de profil des élus, on a tout réglé. Mais quand même, ça aide. Moi, je vous prends un exemple. J'ai la chance sur mon territoire d'avoir une entreprise qui s'appelle OVH, qui est leader dans le cloud computing, et c'est vrai que comme c'est un monde que je connais bien, une entreprise que je connaissais bien, quand je suis arrivé à la ville et à la métropole, notamment pour ces raisons de développement et d'agenda, c'est une entreprise qui est en compétition avec Google et Amazon. J'ai dit, ça sert à rien de parler de French Tech si on n'est pas capable de répondre à la vitesse de développement d'une entreprise du numérique, qui est un acteur pour qui, évidemment, la réactivité des pouvoirs publics est un élément important. Donc je pense que et on a réussi parce qu'on a donné les règles du jeu très vite au début en disant, on n'est pas dans une compétition où les temps longs sont acceptables. On a besoin de réponses rapides pour accompagner. C'est le rôle de facilitateur que j'évoquais tout à l'heure, pour accompagner les entreprises. Et après, je pense que c'est tout notre rôle, nous, et notre valeur ajoutée politique, de savoir jouer les bons tempos et de faire en sorte aussi, je le disais, qu'on développe des programmes et des projets évolutifs. J'ai évoqué par exemple le programme Adopt une Startup. On l'a lancé il y a quelques semaines à Eura Technologies, et il a été mis en place en moins de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de commencer petit, avec une grande ambition qui est de faire le lien entre les collectivités et les startups, d'être un territoire d'expérimentation, de permettre aux startups d'expérimenter leurs solutions sur un territoire et donc de se développer, de leur fournir des références. Mais c'est vrai que la règle du jeu, dès le départ, ça a été qu'on ne se lance pas dans une construction d'un plan magnifique, mais théorique. Et c'est dans ce sens-là où tout à l'heure je disais...
Je pense que les plans qu'on met 18 mois à élaborer dans le monde actuel, c'est plus adapté, et c'est cette logique d'expérimentation, cette capacité aussi à commencer petit. Sur Adapt une startup, on a commencé avec 5-6 entreprises, pas plus, et de faire grandir le dispositif après, d'en tirer les conséquences très vite, et d'être capable de changer d'échelle important. Donc je pense que c'est le propre de notre mission, nous, de politique, de ne pas se laisser perdre dans un temps administratif qui n'est pas adapté au monde actuel. Alors c'est pas toujours facile, hein, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'achat public, parce que pour le coup, on voit bien que nos déclarations d'intention ne suffisent pas, et que c'est dans notre capacité à suivre les dossiers après au quotidien pour faire en sorte que une impulsion politique soit suivie des faits. Et c'est vrai qu'après ça peut se gagner dans les détails. Les exemples que je prenais de start-up à qui on demande 50 bilans ou des dizaines de pages à remplir, on sait que ça veut dire qu'on leur permettra pas de répondre parce qu'il n'y aura pas les ressources. Et c'est vrai que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le vécu dans le monde d'Internet pendant 15 ans, qui m'aide à avoir les bonnes alertes et à faire en sorte de mettre en place des programmes et des projets sur un temps réduit, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision à plus long terme et une ambition, mais c'est vrai que la question du rythme, elle est très très importante. Autre élément, essayer d'être le plus concret possible dans ce qu'on met en place. Je vous prends un exemple région. On a mis en place, pour lever des freins à l'emploi, une initiative sur la mobilité qui s'appelle la voiture à 2 € par jour, et qui permet de régler des problèmes très très concrets de mobilité pendant une période réduite pour des gens qui, sans voiture, n'auraient pas d'emploi. Donc, et c'est vrai que plus que jamais, je pense qu'on doit être, nous élus, les plus concrets possibles, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision, une ambition, mais on doit se méfier des grands plans d'action. Il y a une ministre qui, il n'y a pas trop longtemps, me disait j'en ai marre, je signe des accords un peu partout dans le monde et puis ça ne se met pas en place. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que cette notion d'interdépendance, à la fois entre les collectivités et avec les entreprises, elle est majeure, parce qu'on ne réussira pas chacun dans notre coin. Peut-être juste en complément dans la question qui était posée, hein, sur comment est-ce qu'on met en place cette communication. En fait, comment est-ce qu'on envoie le signal? Je vais essayer de rebondir. C'est vrai que ce que nous on a vu avec ce programme d'engagement Best for Geneva, par exemple, c'était que certains de nos partenaires de l'écosystème, qui sont des entreprises parapubliques ou ce qu'on appelle des régies autonomes, donc qui sont en lien avec l'État, ont envoyé par exemple au sein de leurs fournisseurs et partenaires le signal de dire: participez à ce programme-là, mesurez vos pratiques, engagez-vous. Et en fait, au-delà de la communication, c'est d'envoyer un signal. Et un signal, quand un signal il vient dans un écosystème de par différentes parties prenantes, de différents endroits, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que ce signal, ce bruit, soit permanent. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Pour bouger, pour accélérer, pour créer cette transition, pour créer ces partenariats, c'est de créer ce bruit permanent qui dit: ok, ça, c'est l'orientation à prendre, ou c'est une direction qu'il faut prendre. Après, comment est-ce qu'on est construit, comment est-ce que les collabore, je crois que c'est assez bien décrit. Et ça m'amène à cette question ou cet échange, j'aimerais avoir, un, pour répondre aux questions qui ont été posées dans le public, mais deux aussi par rapport à l'intervention sur le parcours développement durable qui a été fait au Canada, qui est un programme qui est très similaire quelque part, avec simplement un périmètre qui est très différent, et donc avec aussi des résultats qui sont très différents. Et c'est vrai que le côté de mesurer l'impact collectif, donc il y a le signal, il faut prendre cette direction-là, il faut se mettre en mouvement dans cette direction-là, l'agenda 2030, les objectifs de développement durable, réduire les inégalités, protéger, régénérer l'environnement, voilà, on peut l'appeler et on peut le nommer de différentes façons. Mais comment est-ce qu'on combine et comment est-ce qu'on va consolider ces résultats-là pour dire que ce signal-là, il est concret, il est installé, il donne des résultats. Et c'est un peu aujourd'hui ce nouveau paradigme d'ajouter à la donnée économique
qui se traduit socialement la plupart du temps dans la création d'emplois, à d'autres éléments qui sont des pratiques très concrètes. Et je pense que c'est là où c'est intéressant qu'on fait ces échanges territoires, dans différents territoires, et cette nouvelle donne mondiale, c'est comment est-ce qu'on, quelque part, crée des références pour donner de la solidité au signal. Et moi, je me réjouis de ces conversations aussi qu'on peut avoir après tous ensemble, parce que quelque part, les résultats sont tous les mêmes. C'est-à-dire qu'une entreprise, un acteur, une collectivité, du moment où elle se met en mouvement de façon structurée, elle passe dans l'action. Donc c'est ça qui est quand même super intéressant dans la dynamique du mouvement. C'est que soit on fait pas, on n'a pas conscience qu'il faut faire et qu'on doit prendre des nouveaux objectifs ou des nouvelles on va dire, actions à prendre, mais dès qu'on le fait, on crée cette dynamique, et du moment où on a cette dynamique, on a élargi son périmètre de prise de conscience, et puis donc on ajoute ça dans son plan de développement. Et ça, c'est un des feedbacks que nous on a eu, parce qu'on a des entreprises, par exemple dans ce programme d'engagement à Genève, qui ne faisaient rien, et des PME de 5 à 20 employés qui ne faisaient rien de façon structurée. Et puis quand elles sont passées dans une démarche mesurée, standardisée, avec des pratiques référencées, tout d'un coup ils se sont dit « Ah mais moi je fais ça, ah puis là je pourrais faire mieux, et puis ça s'inscrit dans le développement durable ». Et tout d'un coup, dans cette communication, elles se sont rendues compte qu'elles agissaient déjà et qu'elles avaient une orientation qu'elles pouvaient prendre pour s'améliorer, pour augmenter leur impact. Et ça, ça paraît peut-être étonnant au XXIe siècle ou en 2018, mais la PME est souvent pas équipée. Et donc ces programmes d'engagement, c'est de les équiper pour ajouter cela à leur stratégie, et ce serait entre guillemets pour moi le plus grand succès de ces programmes d'engagement locaux. J'ai aussi un complément que je voulais apporter, puis je vais prendre un peu vous donner un angle un peu différent. C'est que nous, on travaille avec l'administration. Les élus sont venus après. Donc ça c'est parfois plus stable, l'administration ou pas. Mais donc nous, c'est vraiment des gens de l'administration municipale qui ont embarqué. Donc premièrement, c'est vraiment, je le disais, il n'y avait pas dans les plans la stratégie de développement économique de la ville de Montréal quelque chose qui disait on va créer un parcours développement durable. C'était pas ça du tout. C'était tout d'un coup ce qui a accéléré aussi la mise en œuvre de ce parcours-là, c'est que il y avait déjà le parcours innovation qui avait été créé par la ville, mais là on arrivait avec une solution auprès de l'administration municipale qui avait un problème vis-à-vis des PME, qui avait une demande de la part des PME qui savaient pas y répondre, et nous acteurs privés avec notre OBNL partenaire qui est le Conseil des industries durables, on arrivait avec une solution. Finalement, il n'y avait pas meilleur binôme pour la ville pour déléguer l'organisation de ce parcours-là. Donc il y a ça aussi, c'est que et puis l'avantage, puis ça c'est mon avantage à moi, c'est que moi c'est pas moi qui suis allé chercher les élus. Si moi j'avais passé du temps, les élus sont hyper sollicités. Tout le monde veut l'argent de la ville. Voilà, ça je pense que c'est pareil dans toutes les villes. Donc les élus, ils reçoivent des demandes de projets à n'en plus finir. Donc c'est pas moi qui suis allé faire ce travail-là. Les élus, c'est la personne du département du développement économique qui a navigué dans toute sa connaissance du milieu municipal pour aller embarquer les élus, mais j'ai pas eu moi à le faire, ce qui aurait été beaucoup plus difficile si j'avais eu à faire ça. Donc en fait, ce qui a été subtil et hyper efficace, c'est que c'est devenu un parcours de l'offre de la ville de Montréal. Donc ça s'est intégré dans le catalogue de la ville de Montréal. Donc tout ça, c'est finalement assez naturellement mis en place, et ce qui fait que ça a été très rapide, parce que oui, la première fois que je me suis assise avec la personne de la ville, c'était il y a presque 2 ans, mais entre le moment où on a vraiment travaillé le budget, cherché les financements, elle avait déjà les bons contacts au bon endroit, en fait quasiment ça a pris 4 mois entre le moment où on a dit ok, on a le go du financement, on part en recrutement pour les PME. Donc ça a été très rapide aussi. Voilà, donc ça c'est des facteurs qui ont facilité, mais le fait de s'arrimer à des programmes qui existaient déjà, de travailler avec l'administration qui ensuite elle est allée chercher les élus, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Je peux peut-être en profiter pour répondre à la question, à votre question tant qu'à faire. Oui, et puis quand même un petit élément de réponse. Une autre chose assez magique dans ce genre de collaboration entreprise privée, etc., c'est que faut quand même pas oublier, avec le budget que je vous ai montré, c'est qu'avec $1 investi par la ville de Montréal, c'est la magie de la chose aussi, c'est qu'$1 investi par Montréal génère
$3 additionnels ou 4 parce que ce $310 c'est le budget final, mais il y a plein de contributions, je dirais pro bono aussi. Les billets de C2 Montréal à la conférence sont pas dans le 310 000. Donc $1 investi par la ville de Montréal génère au moins $3 additionnels de la part des autres partenaires. Puis là, je vous parle juste du budget, je ne vous parle pas de la valeur que ça crée. Ça, c'est autre chose, puis c'est pas facile à mesurer. Mais c'est là la force de travailler en collaboration avec tous ces acteurs-là. Pour la synergie entre les PME, oui, on en a observé, on essaye de la provoquer. Elles se rencontrent au moins 5 journées complètes étalées sur le parcours, et on les fait travailler ensemble. En fait, là, ce qu'on a fait, notre dernière session collective, qui est aussi notre avant-dernière journée collective, on les a fait travailler en co-design. On a pris les défis des PME, là où elles en étaient rendues dans leurs défis, formulés et revisités depuis le début, et on a fait travailler, on avait invité 12 experts pour les 15 entreprises, et on avait fait des tables dans lesquelles on partait du défi, on avait mis 2 experts par table et 2 autres PME ou 3 autres PME dont l'objectif était d'aider cette entreprise-là qui est au centre à résoudre son défi. Donc ça, c'est sympa parce que là, ça crée de la vraie collégialité, de la vraie convergence. Puis après, nous, il y a des binômes qui se forment, il y a des affinités clairement, il y a des opportunités d'affaires, un peu, mais il y a vraiment une diversité d'acteurs, donc c'est pas forcément évident à premier coup. Mais c'est notre travail aussi à nous, là, les experts, les consultants, de dire, tiens, tu devrais parler à telle personne, vous parlez de ça, parce que nous, on voit des choses auxquelles ils n'ont pas pensé complètement, et nous, on crée ces connexions-là. Donc ça, c'est aussi le fait de les avoir en cohorte, puis nous, on arrive à faire ces liens-là, mais j'aimerais travailler là-dessus encore plus l'année prochaine, sur les années à venir. Si je me permets, pour répondre à la question des B Corp qui était plus large juste avant, mais je vais faire la transition avec aussi ce programme local. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que notre budget est très proche du vôtre, en franc-suisse, mais très proche du vôtre. Et effectivement, il y avait beaucoup de participation avec Bedford Geneva, avec tous les partenaires écosystèmes, entre des académiques qui ont donné des services à la cité. Ils ont offert du temps de professeurs pour organiser des ateliers pratiques, ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que c'est ces lieux d'échange où voilà, vous avez 20-25 entreprises qui se rencontrent sur une thématique spécifique, et puis qui se disent comment toi tu fais, comment moi je fais, c'est réflexif, et puis étonnamment les gens ils se rassemblent après pour aussi des fois collaborer sur ces enjeux. Pour le premier point, il y a beaucoup de similarités, juste aussi les programmes Best For qu'avec Bilab on déploie un peu partout dans le monde, Genève étant le premier en Europe, avec une réalité très spéciale, c'est de le faire dans une économie développée, avec une maturité démocratique, avec une institutionnalité des choses et des acteurs, mais on l'a déployé aussi en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans différentes régions, et je pense qu'il y a un vrai réseau à construire avec des initiatives aussi comme celle à Montréal, et ça je me réjouis de continuer cela. Par rapport à l'intention, c'était votre question je crois par rapport à ce mouvement des entreprises qui sont certifiées B Corp, peut-être juste pour ceux qui ne connaissent pas trop la démarche, mais en fait globalement l'entreprise qui est certifiée B Corp, elle passe par 180 critères qui vont être découpés dans des pratiques de gouvernance, des pratiques de relations collaborateurs, donc les avantages qui sont donnés aux collaborateurs, les engagements liés aux communautés et les pratiques environnementales, à travers 180 critères, et puis une analyse de leur modèle d'affaires pour voir comment est-ce qu'elles ont intégré des externalités positives au niveau sociétal, environnemental dans leur modèle d'affaires. Donc c'est très structuré, c'est très structurant, et c'est très rigoureux, et effectivement, on part du principe que du moment où on structure cet agenda et ces pratiques concrètes, l'entreprise qui obtient la note suffisante, il faut avoir une note, c'est pas qu'on devient certifié simplement en démontrant des bonnes pratiques, il faut aussi obtenir une pondération globale de 80 points minimum sur 200. Ce qui amène notre théorie du changement, qui est de dire soyons en compétition pour être les meilleurs pour le monde, et cette notation sociétale environnementale permet d'être ajoutée simplement à un bilan économique traditionnel. Donc on a une réponse au fameux triple bottom line, parce qu'on analyse toute la dynamique économique de l'entreprise. Maintenant, par rapport à votre question sur est-ce que ça les pousse, est-ce qu'il y a une opportunité économique en rejoignant le mouvement, je pense que c'est un peu votre question, est-ce qu'elles le font simplement pour des questions de performance économique ou de positionnement dans le marché, peut-être.
Mais nous, on est quelque part dans ce changement systémique. Si les pratiques, les impacts sont générés, ça pose pas forcément un problème de rechercher aussi la performance économique. Il se trouve effectivement qu'on a quelques retours de nos 2500 entreprises certifiées dans le monde qui nous démontrent qu'elles ont effectivement une croissance qui est soutenue, qu'elles ont des prises de marché supplémentaires. Donc d'être durable, de le structurer, d'avoir un impact positif, ça tend à amener aussi de la performance économique. Donc ce qui est plutôt bien. Maintenant, le fond de la question, c'est est-ce qu'il y a des opportunistes qui rejoignent ce mouvement pour prendre des parts de marché. Tant que le changement il est structuré, pragmatique et vérifié, on a d'autres enjeux, je crois, majeurs à se poser avant d'arriver sur cette finalité qui pourrait être problématique. Donc voilà, c'était un peu peut-être pour répondre à votre question. Je ne sais pas si j'y réponds complètement. D'accord. Well, please, she has to translate, so please. Merci. Ma question, c'était comment elles s'intègrent et est-ce qu'elles arrivent à s'intégrer dans Bicorp? Et notamment, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez des entreprises qui sont cotées en bourse? Alors oui, on a je crois une dizaine d'entreprises qui sont cotées en bourse, que ce soit au Brésil, avec une entreprise qui s'appelle Natura, d'autres, vous avez, je crois en France, le Danone qui a fait son commitment à certifier ses filiales, je crois qu'il y en a une 120aine si je ne me trompe pas, et donc le commitment sur leur CEO Emmanuel Faber est très clair sur cette feuille de route-là, en rejoignant le mouvement Bicorp, donc avec effectivement beaucoup de processus de transformation, d'adaptation qui vont avoir. Donc oui, on a des entreprises qui sont listées. Étonnamment, ça envoie aussi un signal au marché financier que ces entreprises listées, elles peuvent ajouter à leur mission économique une mission sociétale et environnementale forte. Donc c'est plutôt positif comme retour. Et puis après, ce mouvement-là est vraiment ouvert à tous les acteurs. On a 60% de ces entreprises certifiées qui sont des PME, d'autres qui sont des multinationales. Vous avez des acteurs comme Ben & Jerry, du groupe Unilever, vous avez des acteurs comme Patagonia, voilà, très légitimes et très on va dire empiriques sur leur démarche. Et donc on a vraiment cette ouverture et c'est donc ouvert au plus grand nombre. Mais on passe dans la mesure des pratiques, on passe par quelque chose d'extrêmement structuré et structurant dans sa démarche pour justement quelque part encadrer des communications débordantes que pourraient faire certains acteurs dans cette recherche de performance économique uniquement, si ça répond à l'élément. Okay. Well, we have 5 more minutes here, but I would like to take this point about. Encore 5 minutes, mais je voudrais rebondir sur le point du point de vue politique. Sur ce point, j'ai ma propre expérience au Brésil. Après que le gouvernement n'ait changé, le programme s'est arrêté. Donc il y a toujours ce risque de quoi faire quand il y a un changement de gouvernement. Donc on voudrait avoir votre point de vue là-dessus. Et plus la chose est publique, plus les résultats du projet sont connus, plus grande est la légitimité par rapport aux acteurs. Donc c'est plus facile pour le gouvernement de changer de point de vue peut-être. Mais un autre point qui est intéressant à mettre en avant, c'est que les sociétés et les gouvernements parfois sont deux animaux de nature différente. Oui, parfois c'est difficile d'établir un dialogue dans certains cas, mais je pense que quand ça arrive et que vous connectez votre intérêt au bien commun, le bénéfice est énorme. Donc j'ai une dernière question, si vous voulez bien y répondre. Comment devrait-on commencer un projet de cette envergure? Quelles sont les motivations clés pour une société, pour un groupe de sociétés, pour commencer un projet de zéro? Quelle est la meilleure façon de le faire, peut-être? Je pense que
Je le disais tout à l'heure, la nécessité d'impliquer et de faire participer les citoyens, c'est la meilleure garantie pour rendre inéluctable le mouvement. Et c'est vrai qu'on peut arrêter des politiques publiques, on peut arrêter des programmes, il peut y avoir des alternances politiques qui donnent envie de détricoter ce qui a été fait précédemment, mais dès l'instant où vous développez ça en écosystème, que vous associez des acteurs économiques de toute taille, grands groupes, start-up, vous rendez quand même le mouvement beaucoup plus difficile à stopper par une décision politique. Et puis, dès l'instant où on passe le cap de la déclaration politique, de la déclaration d'intention, et qu'on est, comme vous le disiez, dans le faire, dans la capacité à partager aussi, parce que c'est un élément majeur. Et c'est vrai que vos programmes d'entreprise sont intéressants, parce que souvent, une entreprise, si elle ne partage pas avec d'autres entreprises, elle se sent isolée et elle se dit par quoi je commence, c'est compliqué. Alors que quand on les fait travailler en collectif, il y a cette magie du partage d'expérience et aussi de réseaux qui se constituent. Donc c'est vrai que pour se focaliser sur la réponse à votre question, rendre inéluctable les changements en les partageant au maximum. Je pense aussi beaucoup à l'intérêt d'avoir une méthodologie qu'on partage de manière open source et qu'on soit capable d'échanger entre les territoires les bonnes pratiques. Après, une capacité à les adapter, parce que on a des législations différentes, des fonctionnements différents. Et pour conclure sur cette réponse, moi je pense ce qui est important aussi, c'est de ne pas vouloir convaincre tout le monde dès le départ, parce que sinon le temps perdu pour convaincre tous les acteurs, c'est du temps qu'on passe pas à faire. Et c'est vrai que je prenais l'exemple du zéro déchet de la métropole. Si on s'était dit il faut convaincre les 90 communes, on serait jamais parti. Et c'est vrai que à l'inverse, de dire on commence même petit, et puis on partage les résultats, on partage la méthode, ça me semble être le bon moyen de rendre les choses à la fois concrètes, inéluctables, et de mesurer aussi, vous l'avez dit tous les deux, de mesurer l'impact. C'est ça qui pousse aussi à continuer avec la nécessité de partager les bonnes pratiques à la fois à l'intérieur du territoire, mais aussi de manière globale, parce que ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Je réfléchis depuis tout à l'heure comment répondre à cette question-là, et c'est pas facile, parce que nous ça a été tellement soudain et spontané finalement, et puis un alignement des planètes comme on dit, que les leçons à tirer c'est pas forcément très facilement reproductible, ce contexte-là à ce moment-là. Mais cela dit, si je devais faire un projet comme ça, d'abord je passerais du temps à trouver la bonne personne ou les bonnes personnes dans l'écosystème dont j'ai besoin, parce que ça, je pense que ça peut grandement faciliter les choses, éviter de perdre beaucoup de temps en tout cas. Donc je pense que je passerai du temps à faire ça. Je me préparerai aussi à voir comment ça s'aligne, comment le projet s'aligne avec ce qui existe déjà, comment on peut s'inspirer de ce qui existe déjà dans l'écosystème, de renforcer, enfin en tout cas de bâtir sur quelque chose qui fonctionne déjà. Aussi de préparer l'écosystème lui-même, c'est-à-dire que là c'est parti de la ville avait déjà cet écosystème, nous on avait notre écosystème, enfin bref, tout ça s'est aligné puis ça a bien fonctionné, mais d'aller chercher les acteurs dont on a besoin et puis de les faire s'engager sur le projet en disant ok, on va le faire, est-ce que tu es d'accord, je voudrais que tu fasses ça, je voudrais que ce soit ça ton rôle, ta contribution. Et en général, à partir du moment où les gens aiment bien quand il y a un leader de projet, c'est tellement plus facile de prendre les décisions, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, qui a un projet, qui est capable de le développer, qui attend juste des autres qu'ils aient une contribution, où c'est gagnant-gagnant, je pense que ça marche. Donc de prendre le leadership du projet, de préparer le terrain en disant voilà qui je dois aller chercher, d'aller contacter un certain nombre de gens au départ en leur disant est-ce que t'embarques pas, et voilà ce que je pense que ta valeur ajoutée peut être, et voilà ce on pourrait faire ensemble. Je pense que ça c'est déjà gagnant, donc de vraiment arriver avec les solutions. Ça je pense que c'est dans la posture, c'est pas tant forcément, mais dans la posture puis dans
l'attitude, c'est quelque chose qui est indispensable, hein, parce que il y a rien. C'est tellement plus facile, je pense, pour un élu de dire oui à quelque chose qui est bien ficelé que de tout d'un coup d'être sollicité sur un truc. Tiens, on pourrait faire ça avec vous. Comment on fait? Comment vous pouvez nous aider, etc. Non, c'est plus facile de prendre une décision, et pour l'administration municipale aussi, et pour tous les partenaires, dire voilà, on fait ça. Voilà ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire mieux si vous embarquez. Voilà comment ça pourrait fonctionner. Et ça, je pense que c'est important. Ouais. Alors, moi, je partagerais une recette qui a bien fonctionné. C'était effectivement de mettre tout le monde autour de la table. Alors, pas que avec l'objectif de faire ensemble, mais de le construire et de le conduire ensemble. Ça veut dire quoi, concrètement? Ce programme d'engagement Best for Geneva, on l'a initié avec une structure de gestion qui était un comité de pilotage avec des acteurs représentatifs des différents départements de l'État, avec des académiques présents dans ce comité de pilotage. Et puis, on a créé un comité opérationnel qui a impliqué chacun des partenaires de l'écosystème. Donc, on avait une représentation dans le comité opérationnel de tous, et on les a complètement intégrés dans le cockpit de pilotage ou dans l'instrument de pilotage du projet dès le départ. Ce qui, forcément, a permis de faire quoi? Identifier correctement dans toutes les, on va dire, dans tous les silos, dans toutes les zones possibles, ce qui se faisait déjà, afin de l'utiliser comme un point de départ pour construire dessus, et donc pas réinventer la roue, ce qui aujourd'hui est extrêmement, qui est tellement nécessaire. Donc cette structuration de pilotage associée avec une bonne identification, c'est ce qui a fait que ça a pris très rapidement. Après, on a des acteurs, qui ont pris des leads, nos partenaires qui ont pris des leads assez incroyables en sollicitant, disons, voilà, ok, on va solliciter nos 1000 fournisseurs à faire l'évaluation d'impact et à participer à un atelier. Et là, tout d'un coup, vous avez des changements d'échelle qui ont lieu. Ça ne veut pas dire que les 1000 ont participé, mais ça fait des sacrés effets. Donc, la recette, c'est vraiment de faire porter ces projets-là aussi par un collectif représentatif de l'écosystème le plus large possible. Ça amène la question du leadership. Effectivement, beaucoup de temps. Nous, on a passé beaucoup de temps, Bilab Suisse, à faire cette coordination, à parler avec chacun des partenaires, à assurer le suivi, à donner de l'information et à prendre le feedback pour améliorer le message. Donc voilà, ça serait un peu... je dirais, une des recettes de succès sur comment est-ce qu'on est arrivé si vite. On a commencé le 22 janvier 2018, très concrètement. Nous sommes mi-octobre et on a ces 340 entreprises engagées, représentant 27 secteurs d'activité. Voilà, on n'a pas à rougir. On veut faire plus, et on fera plus l'année prochaine parce que le cycle va être... il y aura un cycle 2019 qui va être lancé. Mais avec ce qu'on a échangé aujourd'hui, j'ai déjà quelques idées d'adaptation, parce que ça doit être des programmes adaptatifs. Et moi, j'aimerais un peu finir peut-être ma dernière intervention là-dessus. Il faut des programmes adaptatifs, il faut des stratégies adaptatives. C'est fini de dire ah oui, c'est ça qu'il faut faire, et puis allez, go. Je crois que vous le disiez tout à l'heure, un peu, on fait des plans pendant 17 mois, et puis quand on commence à les mettre en œuvre, ils sont plus adéquats et ils sont plus contextualisés. Donc voilà, être adaptif sera mon dernier mot, je pense. Okay, we're 5 minutes late already, so 30 seconds. Oui, quand même, c'est important. Je parlais de leader de projet tout à l'heure, mais ce que dit Jonathan est essentiel, c'est-à-dire d'aller chercher tout l'écosystème. Même s'il y a un ou deux porteurs de projet au centre et qui font le travail, il faut être très politique quand même, et il faut aller chercher. Il faut pas laisser ni les universitaires, les acteurs municipaux, etc. Il ne faut pas les laisser de côté. Il faut vraiment les impliquer. Au moins déjà symboliquement, il ne faut pas leur demander de travailler, de mettre beaucoup d'heures, mais si on leur apporte quelque chose et qu'il y a un échange, ils vont nous aider et ça nous évite des écueils aussi. Donc effectivement, même si nous on les réunit pas forcément physiquement tous ensemble comme comité de pilotage, on les rencontre régulièrement, puis on les a surtout rencontrés tous individuellement aussi en début de projet. Sans ça, on n'y arriverait pas. That's great. Some great tips, great recipe. Merci, des bonnes astuces, des bonnes recettes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée à tous.